aux Clippers, si j'ai bien compris. Allez, Clipper, c'est parti. Les Clippers, donc, une preview qui est écrite par toi, Jérémy. Cette magnifique illustration de Jordan, le cofondateur de QI-Basket, évidemment. Bravo à Jordan pour toutes ces illustrations. Les Clippers, donc, avec une saison dernière, en fait, qui ressemble pas mal aux saisons précédentes, avec toujours et encore ces matchs manqués de Kawhi Leonard et Paul George, qui font que tu ne peux pas avoir un seeding très bon pour les playoffs, et en plus, ta saison régulière est toujours hachée, en fait, entre tout simplement les absences, les joueurs qui reviennent, voilà, t'as jamais vraiment de constance, en fait, dans cette équipe, sur une saison. Il y a eu quand même un peu de mouvement à la trade deadline avec l'arrivée de Mason Plumlee et j'oublie son nom, Eric Gordon, pour essayer de renforcer un peu l'équipe avant les playoffs. Et arrivé en playoffs, tu as Paul George qui est annoncé absent pour au moins le premier tour. Et Kawhi, après 2 magnifiques premiers matchs, se fait le genou. Donc finalement des espoirs assez faibles finalement pour le reste des playoffs. Et une élimination donc sur le premier tour. Le petit point sur le roster, il n'y a pas eu grand chose cet été. Eric Gordon qui s'en va. Arrivée de KJ Martin, qui est un joueur assez intéressant, mais vraiment plus un role player que vraiment un joueur qui aura qui aura beaucoup de temps de jeu, je pense. Enfin, ça va pas changer la phase de l'équipe. Et donc le roster, on a à la main Russell Westbrook, Bones Island et Joshua Primo qui fait son retour en two-way contract. Sur l'arrière, on a Terrence Mann, Norman Powell, Brandon Boston Jr., Broderick Thomas et Jordan Miller en two-way contract. À l'aile, Paul George, Marcus Morris, Amir Coffey, Kobe Brown. Ailier fort, Kawhi Leonard, Nicolas Batum, Robert Covington et KJ Martin. Et à l'intérieur, Zubac, Plumlee et Moussa Diabaté en two-way contract aussi. Messieurs, face de l'équipe, on a dit donc ça reste des prétendants. On est d'accord sur cet effectif quand même qui théoriquement peut aller chercher le titre N5. Théoriquement, c'est là où est tout le truc. En off, on le disait clairement, on va pas vomitonner, on disait clairement, bon, la preview des Clippers, c'est bien sympa, mais il y a juste une chose à dire, c'est s'ils sont en forme et qu'ils jouent avec les 2 stars des Clippers, Paul George et Kawhi, bien évidemment que l'effectif semble être vraiment taillé pour potentiellement, pourquoi pas, batailler pour l'avantage du terrain. La problématique, c'est que ils sont plus en forme depuis 4 ans, enfin depuis 3 ans, et que du coup, ça dépend énormément de ça. Avec quand même en plus, et Jérémy le cite bien dans la preview, 2-3 petites interrogations quand même sur le roster qui, justement, il y a 2-3 ans, était plus qu'intéressant, mais commence à vieillir en même temps que ses stars, et du coup commence à montrer quelques petits signes de fatigue. La preuve aussi en est l'année dernière, où je trouve que c'était moins convaincant quand même sur le terrain, même s'il y a eu 2 phases dans la saison très particulières. Il y a eu la première phase avec une identité assez défensive et une offense complètement naze, bien gênée par justement encore une fois le manque des stars, mais qui réussissait à avoir une identité défensive comme on l'anticipait. Et puis ils ont abandonné ça pour changer totalement de bord, et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont affleuré dans le top 10 offensif pour finir bottom 10 dans le defensive rating, et au final dans la saison ça nous fait 17e defensive et offensive rating, donc en plein milieu du guet, et finalement pas des forces ou des faiblesses vraiment sur lesquelles s'appuyer, encore moins en l'absence des 2 stars. Après, il y a la venue de Russell Westbrook qui, on pourra peut-être en parler, mais je pense que c'est une bonne chose pour le plancher de l'équipe à la limite. C'est peut-être ça dont on peut retenir par rapport à l'arrivée du meneur. Ouais, Westbrook que j'ai oublié d'ailleurs dans le résumé de la saison, mais qui a fait quand même du bien et qui a retrouvé un peu des couleurs après son passage aux Lakers très compliqué, où il était avec un usage très élevé et en même temps une efficacité dans les bas fonds de la ligue, et qui s'est retrouvé un peu, alors je crois qu'il avait mis les stats Jérémy sur la preview, ouais, qui s'est retrouvé un peu plus dans la moyenne de la ligue une fois arrivé aux Clippers. Bon, c'est que 20 matchs, mais c'est quand même un peu mieux. Sur l'effectif, on note quand même sur les ailes notamment un effectif assez vieillissant. Marcus Morris, Nicolas Batum, Robert Covington.
Est-ce que ça peut pas poser des problèmes aussi là-dessus, Jérémy? Moi, c'était un des trucs qui m'interrogeait parce que je trouve que ce qui reste quand même de ces Clippers, comme on dit, c'est que c'est des prétendants au titre et en partie parce qu'ils ont à la fois deux stars et une vraie profondeur. Le problème, c'est que quand tu regardes la profondeur en détail, je trouve que finalement les lignes arrière et on va dire le fait d'avoir Kawhi et Paul George, c'est une vraie valeur, mais je suis assez inquiet quand je vois Nicolas Batum sur la fin de saison dernière, quand je vois, comme tu dis, alors Marcus Morris, je suis pas sûr que ce soit l'âge, hein, je crois que c'est autre chose. Mais Robert Covington, pareil, quand il est arrivé, aurait paru être une valeur sûre pour l'équipe et n'a jamais vraiment été un role player majeur. J'ai l'impression que cette équipe des Clippers, malheureusement, si c'était l'année où elle arrivait enfin à arriver en forme en playoff, bah, il se pourrait que ce soit l'année où on se dise ah mince, en fait, c'était il y a 2 ans qu'ils étaient au top et là, ça va être dur. Donc, ouais, un petit peu inquiet entre Nicolas Batum qui prend plus un seul tir et qui, du coup, joue une quinzaine, vingtaine de minutes. Covington qui, à mon avis, ne sera pas une rotation importante. Il y a quand même un fond de est-ce qu'il ne faut pas renouveler d'ici la trade deadline ce groupe-là, quoi. Ouais, parce que du coup, tu te retrouves quand même avec Batum Covington en doublure de Kawhi. Si lui se blesse, ça commence à faire vraiment short. L'avantage, c'est qu'ils ont quand même pas mal de contrats assez facilement tradables entre les 10 et 20 millions. Donc ils auront peut-être de quoi faire s'ils ne tradent pas pour James Harden entre deux. Est-ce que c'est pas ça la solution, aller chercher James Harden, même quitte à surpayer, parce que là ils sont a priori la seule équipe à avoir fait une offre sérieuse. Donc est-ce qu'il faudrait pas surpayer pour essayer d'augmenter le plafond de l'équipe considérablement? En fait, je sais pas. Le problème du trade pour James Harden, c'est que finalement, à ce stade, je sais pas trop ce que ce serait le package. Et j'ai peur que l'équipe soit un peu informe si ça arrive. Parce que je vois pas Russell Westbrook partir dans l'autre sens. Du coup, tu vas te retrouver avec éventuellement un quatuor de joueurs qui serait Westbrook, Harden, Paul George, Kawhi Leonard. Et il faudrait faire rentrer tout ça dans un groupe. Je suis pas sûr que je sois fan de l'idée de faire venir James Harden dans cette équipe-là. Notamment parce que ça risque en fait de coûter quelques jeunes intéressants comme Terrence Mann et qu'à la fin, c'est qui tes role players clés dans tout ça? Comment tu défends un niveau élite qui était quand même censé être ce que pouvaient faire les Clippers? Moi, je suis pas convaincu du tout que l'idée de James Harden ce soit la meilleure en l'état. Je pense que l'idée serait de se dire on va au bout avec ce groupe-là et éventuellement on essaye de faire un bon coup ou deux à la trade deadline comme ils ont fait l'année dernière pour aller chercher des joueurs qui seraient cohérents et qui permettraient à cette équipe d'être fonctionnelle, quoi. Ouais, une fois, je sais pas si t'as un truc à rajouter sur une éventuelle arrivée de James Harden. Non, pas vraiment plus. Après, effectivement, ça pourrait paraître être la sortie par le haut si jamais ça stagnait ou quoi, mais en même temps, tu as quand même t'as quand même une façon d'imaginer la saison qui peut amener à te dire que tu peux avoir quand même une amélioration. Rien que le fait que tes deux superstars soient un petit peu mieux en santé, arrivent un petit peu plus en santé au playoff, et tout de suite, en fait, cette question, peut-être on ne la pose pas, parce que quand on voit les résultats, enfin, des deux premiers matchs avec Kawhi face aux Suns, en fait, ils sont compétitifs avant qu'ils se blessent. Et donc tu te dis, bon, ça tient quand même à peu de choses. Et je me dis, bon, peut-être à la trade deadline, ce sera peut-être une autre limonade. Et après, il y a aussi la question aussi, tout simplement, de Morey dans cette histoire. C'est-à-dire que oui, dans l'absolu, bon, ça peut s'imaginer, ça peut se réfléchir. Mais ça n'a pas l'air de vraiment se réfléchir du côté des Sixers, en fait. Et si James Harden rentre dans le rang, bon, bah, tout de suite, le débat meurt un petit peu, quoi. Ouais, c'est toute la question. Est-ce que enfin, les Sixers sont très demandants en termes d'assets pour James Harden, donc c'est toute la question. Est-ce que tu surpayes pour un joueur qui est déjà assez vieux, qui reste un an de contrat, ou alors est-ce que tu préfères continuer avec ton équipe si jamais Paul George et Kawhi sont en forme, quoi. Finalement, la saison régulière, tu notais aussi, Jérémy, dans ta preview, c'est un peu en mode automatique. Voilà, on sait à peu près comment ils vont jouer, on sait à peu près ce qui va se passer tant que la santé tient, quoi. Bah, voilà, je pense que s'il y a une équipe qui incarne un peu ce désintérêt pour la saison régulière là depuis quelques saisons, c'est un petit peu les Clippers. Parce que comme le disait, je crois que c'est Kawhi ou Paul George là récemment, qui sont tous les deux, ils sont devenus un peu les visages du load management, un peu malgré eux, et que du coup ça oblige les Clippers à être un peu en fait polyformes et donc à s'adapter au fur et à mesure de la saison.
On sent qu'il y a un désintérêt assez profond pour cette période parce que le but, c'est d'essayer de faire en sorte d'arriver tous ensemble et en forme pour les playoffs. Mais que du coup, bah, on ne sait plus trop exactement quelle est l'identité de cette équipe. Comme le disait N5, en début d'année dernière, c'était une grosse défense qui n'avait pas attaqué. Puis finalement, Kawhi Leonard est revenu à son niveau. L'équipe a fait des cuts dans le roster, a fait rentrer mis d'autres joueurs en avant. Et du coup, ils sont devenus très bons en attaque, mais on sent que là, ils ont mis à s'économiser de l'autre côté du terrain. Et du coup, bah, j'ai l'impression que oui, pour eux, le but, c'est d'être dans le top 6, d'essayer d'éviter effectivement ce dilemme du play-in. Mais après, est-ce que c'est vraiment de mettre des choses en place qui soient durables et qu'on va voir toute la saison de manière répétée? C'est clairement pas. Enfin, c'est un peu le dernier de leurs soucis, j'ai l'impression, à ce stade. Et donc, ouais, il y a cette idée de mode automatique, quoi. Je suis pas totalement d'accord avec ce point-là dans ta preview. Je sais que Tyronn Lue justement parlait du fait de peut-être être... Alors c'était peut-être le cas, mais sur la saison à venir en tout cas. Et je sais que Tyronn Lue parlait de justement être un peu plus sérieux pendant la saison régulière parce que il y a aussi l'aspect où vu le nombre de grosses écuries et de monstres en playoff, si tu tombes dans la seconde partie de tableau, tu a aussi la problématique de tomber sur des gros dès le début en playoff, comme là ça a Oui, été le cas avec contre les Suns, et tu te fais ramasser et t'as pas le temps aussi de... Voilà, si tu vois, typiquement Paul George, il aurait pu peut-être revenir sur un second tour, bah t'auras pas l'occasion, parce que de toute façon t'as pas la marge, même avec Kawhi ça aurait été compliqué, et c'est peut-être un mauvais calcul. L'autre chose qui me fait dire que c'était peut-être pas si de la dilettante que ça, et en partie subi, et petite devinette pour vous, le 5 qui a le plus joué ensemble chez les Clippers, c'est combien de minutes selon vous? Et Oula. L'année? ouais, dans l'année. Et pour le chat, qu'est-ce qu'on peut dire? Une moyenne à peu près, ouais, une moyenne, peut-être une médiane, ça doit être quoi, autour des 1000, ouais, 800, 1000 minutes. Moi, j'aurais dit 900 et quelques. Je sentais un truc assez bas, quoi. Ouais, c'est sûr Quentin, que est-ce que tu as une idée? ouais, ça doit être assez bas. En minutes, je sais pas trop. J'ai plus l'habitude d'utiliser les possessions sur Killing the Glass, mais du coup, je dirais peut-être 700, 800 possessions. Je- 330 minutes, le premier 5. Ah ouais. Celui qui a le plus joué ensemble, 330 minutes. C'est Ah ouais. genre, c'est risible, c'est ridicule. Il y a eu le problème des blessures des superstars, certes, mais il y a eu toutes les autres aussi. Et du coup, tu peux rien construire là-dessus. Alors, du coup, ça fait qu'ils ont une marge du coup sur la SR, mais je suis pas totalement sûr que ce soit juste de la dilettante. Je pense que c'était en partie subi aussi du côté des Clippers cette année, et que je vous cite le 5. C'était Reggie Jackson. Et en plus, c'était le 5 avec les deux stars d'ailleurs. Reggie Jackson, Paul George, Kawhi Leonard, Marcus Morris et Ivica Zubac, qui a joué 331 minutes. Et c'est le plus, voilà, encore une fois, le 5 avec le plus de minutes du côté des Clippers, c'est extrêmement bas. Ouais, Du donc coup, est-ce que être plus sérieux, c'est faire 2 ou 3 fois plus? Et dans ce cas-là, ça reste toujours très faible et ça montre quand même une tendance à préférer manager ses joueurs plutôt que de vraiment monter un effectif. Du coup, je me pose la question parce qu'une équipe, on va dire standard, comme on a vu cette saison, c'est quoi? C'est plutôt 1200 minutes jouer ensemble sur l'année? Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est ça. effectivement, le gap est énorme, quoi. Après, voilà, il y a eu plein de changements, etc. en cours de saison aussi dans l'effectif, ce qui peut expliquer aussi le cas. Reggie Jackson qui part à la trade deadline, remplacé par Russell Westbrook. Il y a eu pas mal d'autres départs arrivés. Euh, mais malgré tout, bon, c'est quand même pas le mieux pour préparer quoi que ce soit, même s'ils sont retombés sur la jambe. Donc du coup, je trouve qu'ils ont quand même de la marge, enfin une marge potentielle pour la saison régulière pour faire mieux et viser peut-être un avantage du terrain. Et je pense que c'est pas stupide de viser ça parce que si c'est pas le cas, encore une fois, tu t'amènes en difficulté en playoff et je pense pas que tu puisses le faire en fait avec l'historique de blessure des deux stars. Ouais, mais tu vois, alors c'est juste pour une perspective, mais est-ce que ça aussi c'est réellement vrai quand tu regardes par exemple la saison dernière, notamment à l'Ouest qui est assez dense, où il n'y a pas vraiment une équipe enfin il y avait une ou deux équipes qui sortaient du lot, mais le reste était tout à 4, 8 victoires d'écart. Au final, regarde les Kings qui finissent troisième et ils tombent comme le champion en titre. J'ai l'impression qu'il y a un côté un peu hasardeux. Les Suns, à 3 matchs de la fin, ils auraient pu ne pas avoir l'avantage du terrain. Et donc, je te retrouvais avec Devin Booker, Kevin Durant, qui Bien étaient sûr. 5 ou 6. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a mieux à faire pour eux. La saison dernière était assez chaotique. Mais je pense quand même que ouais, ton objectif, c'est de te dire, putain, il faut que Paul George et Kawhi ils soient tous les deux
tenue pour les playoffs, quoi. Après, moi, je trouve que la signature de Russell Westbrook, c'est plutôt une bonne chose dans cette optique-là aussi, dans le sens, Ouais, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, l'aspect plancher, où pour le coup, on peut pas enlever à Westbrook le fait que ce soit un élévateur de plancher, et le fait que en lui donnant un spacing correct et le ballon, il peut quand même réussir à faire de belles choses. D'ailleurs, la preuve, c'était la seconde partie de saison dernière et ses playoffs d'ailleurs qui étaient assez convaincants. Et je trouve qu'en fait, surtout, en fait, il est. Alors, autant si Paul George et Kawhi sont présents, je pense que ça peut poser un petit peu problème dans la répartition de porter le ballon, tout ça. On a vu hein, que dès que voilà, il y avait plusieurs porteurs de balles, Westbrook, ça devient compliqué. Mais je pense que s'il y en a qu'un des deux, à la limite, c'est viable aussi. Euh, et je pense que voilà, c'est intéressant pour les Clippers pour justement pallier à ce genre d'absence chronique de la part de leurs deux superstars que d'avoir ce backup-là. Je pense que c'est plutôt un bon move de la part des Clips. Après se pose l'interrogation de son adresse extérieure à Westbrook, ouais. qui est toujours le point d'interrogation. Non, mais par contre, c'est vrai que l'arrivée de Westbrook, mine de rien, on l'a pas dit, mais ça règle une problématique qui était historique avec cette équipe où ils n'avaient pas de meneur de jeu au sens capable de créer, d'aller créer de l'espace, d'aller créer pour les autres dans l'équipe depuis la fondation, enfin depuis l'arrivée de Kawhi Leonard et Paul George. Et ça, mine de rien, en ce point-là, les Clippers, ils sont peut-être plus complets sur certains aspects qu'ils l'étaient avant. Comme on disait, de Batum, etc., sont plus au meilleur niveau qu'ils avaient pu avoir. Mais par contre, autant sur le poste de pivot où tu as Plumlee et Zubac et le poste de meneur où tu as réussi à ramener Westbrook, bah, de manière fonctionnelle, tu es peut-être plus complet que tu l'étais avant. Westbrook, il a ses défauts, mais il a un truc qui fait quand même très bien, c'est drive et passer la balle. Donc ça permet de beaucoup créer juste sur ses drives avec sa rim pressure. Et à partir du moment où tu crées l'espace, après tu peux juste ressortir et jouer simplement en fait. Non, et puis je rebondis sur ce que tu disais parce que c'est justement encore plus dans un effectif qui est, s'il n'était pas fait pour le drive and kick vraiment à la base, il était quand même d'une certaine manière puisque c'était de l'isolation Paul George, Kawhi et du kick out ça, après le décalage créé. Donc du coup ça s'applique aussi à Westbrook et on a le même résultat et on a des joueurs en périphérie qui savent artiller, ont un bon spacing. Et pour Westbrook aussi, je voulais parler de que ce soit Zubac ou même Plumlee, peut-être même encore un peu plus Plumlee. Et je me dis que c'est d'autant mieux si jamais Westbrook est amené à aller avec le banc ou estaguer un peu plus avec le banc, au cas où Kawhi ou Paul George joueraient un petit peu. Je pense que c'est des joueurs très compatibles avec le jeu de Westbrook, notamment dans l'aspect pose d'écran, run vers le panier sur le roll, notamment pour Plumlee, catcher en l'air. Très voilà, réussir à limiter la prise de décision de Plumlee, quoique c'est pas la pire dans les passes intérieures, mais en tout cas ses shoots et comme ça qu'il soit très efficace. Et je pense que du coup, bah voilà, tout est assez parfait aux côtés de Westbrook pour le mettre dans les bonnes conditions. Après, il a vraiment peut-être un petit peu surperformé au shoot extérieur et même sur le drive, hein, parce que ça fait quelques années quand même que ça souffle pardon, le chaud et le froid sur l'efficacité de Westbrook. Donc à voir quels joueurs ils auront la saison passée, mais s'il est à la hauteur de la saison passée, qui était une surchauffe dans une moyenne, hein, il n'a pas mis 43% de ses shoots à 3 points non plus, hein. Bon, ce qui est donc du coup atteignable, bah, ça pourrait plutôt bien rouler pour les Clippers avec ce choix-là. Est-ce que si ça passe pas cette année, c'est la dernière? Est-ce qu'on arrive à la fin de ce cycle Kawhi et Paul George? Le problème, c'est que tu as un autre truc qui rentre dans la ligne de compte qui est du hors sportif, hors terrain pour le coup. Mais il me semble que la nouvelle arena de Ballmer, qui est son grand projet pour ces Clippers, arrive incessamment sous peu. Si c'est pas cette année, c'est l'année suivante, il me semble. Et du coup, est-ce que tu as envie de bazarder ton projet le moment où tu auras besoin de la remplir et de faire de la billetterie? Je suis pas fondamentalement sûr de ça. Alors, c'est totalement hors terrain, hein, mais faut pas oublier ce genre de considération du côté du propriétaire, general manager et autres. Ça rentre en ligne de compte aussi. Non, c'est vrai, c'est un aspect auquel on pense pas souvent. On pense forcément beaucoup aux sportifs, mais c'est vrai que ça rentre en ligne de compte. Après, c'est vrai que
il pourrait toujours essayer de refourguer, imaginons ça se passe pas bien cette saison, et puis à la deadline, ils se disent, bon, bah, on fait un peu tout péter. Enfin, tout péter dans le sens, on retool l'effectif, pas on rebuild. Ils vont chercher des joueurs quand même plutôt intéressants, ils essayent de jouer un minimum quelque chose. Est-ce que ça peut pas être une possibilité aussi, plutôt que de tout faire péter? Parce qu'en plus, ils ont pas trop de pics de draft sur les prochaines années, je crois. Je pense que pour ça, ils ont eu le temps cet été. C'est-à-dire que s'ils avaient voulu se dire on assure et on va transformer Kawhi Leonard et Paul George en possibilité pour nous de reprogrammer et d'aller chercher des tours de draft et d'aller chercher peut-être des joueurs intéressants, ils l'auraient fait. Et maintenant, je pense que soit ils vont au bout du truc et ils assument, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe dès le début de la saison, qui aille dans le sens de ok, en fait, on arrête. Mais là, je pense que tu vas au bout de la saison. Et après, il faut pas oublier un truc, c'est qu'à partir du moment où Paul George et Kawhi Leonard ont tous les deux une player option, en fait, ils ont un petit peu accepté à ce stade qu'ils étaient plus maîtres de la suite, quoi. Parce qu'on peut imaginer que après 4 années, voire 5 années, où tu as raté à chaque fois, ça s'est mal passé, il puisse y avoir un des deux, voire les deux, qui se disent ok, il est temps d'arrêter, quoi. Ouais, c'est possible aussi. C'est possible que même l'un des deux demande son trade à la deadline, plutôt que de Ça, je pense partir. pas, parce que quand t'as une player option, autant te laisser les portes ouvertes. Je suis pas sûr que un des Bah, deux demandant son trade, en plus, ils vont aller au bout, et puis voilà, quoi. techniquement, ça leur offre un peu plus, enfin, surtout financièrement en fait, parce que du coup, ils pourront récupérer plus en se faisant trader et en signant une extension, ou carrément re-signer après à la free agency, que de finir la saison aux Clippers et de signer autre part en fait. Après, pour les Clippers, si tu tentes ça, est-ce que tu retrouves mieux? Est-ce que tu réussis à aller chercher autre chose d'intéressant en termes sportifs? C'est une vraie question, j'ai pas réfléchi beaucoup plus que ça à la question. Je suis pas sûr que tu retrouves une situation aussi bien. Alors peut-être après c'est juste sur l'aspect, tu as moins de théorique et tu as des joueurs qui sont effectivement présents sur le terrain. Peut-être que rien que ça c'est un apport. Ça se discute, ça se débat. Je serais plutôt d'ailleurs pour cet avis. Mais faut-il encore que les deux joueurs veuillent partir? Ça c'est aussi autre chose du coup dans ce scénario-là. Ouais, c'est vrai que je pense que s'il n'y a pas un accord avec les joueurs, ils les traderont pas. Ça, c'est. Il y a Kilak dans le chat qui dit pour moi, si ça passe pas cette année, faut tout rebuild. Et je pense que c'est un peu ce qui va se passer. Et puis de toute façon, Paul George et Kawhi cet été, ils pourraient aussi très bien prendre leur player option et dire bon, bah, envoyez-moi à tel endroit, tel endroit. Après, il peut y avoir aussi une équipe qui panique à la deadline et qui se disent oula, je fais pas une bonne saison alors que je devais être contender, et qui essaye de récupérer l'un des deux. Ouais, non, c'est possible. Après, c'est vrai que là-dessus, c'est un peu dur de se projeter parce que enfin, ça peut partir dans plein de sens différents et c'est un petit peu compliqué de se dire tiens, c'est ça qui fait le plus de sens. Bon, la réalité, c'est qu'à ce stade, Paul George et Kawhi, euh, ils ont quand même un âge où je pense qu'ils voudront prendre un gros contrat et un petit peu long. Donc j'imagine qu'ils vont gérer le scénario dans ce sens-là. Et pourtant, tous les ans, il y a des exceptions de joueurs qui se disent non, j'active mon option, je pars ailleurs. Enfin, Mm. c'est un peu dur. Je pense que la saison des Clippers, il faut l'avoir en tout cas comme un truc où ils savent que c'est potentiellement une dernière chance. Et le but, c'est quand même collectivement, autant du côté du front office que des joueurs, d'essayer d'avoir enfin une année où ils jouent tous ensemble. Ils sont tous là et éventuellement ils peuvent jouer le titre parce que mine de rien, ils ont deux des meilleurs two-way players de la ligue sur les ailes et c'est quand même un gâchis de ne pas avoir réussi à faire ne serait-ce qu'une finale de. Enfin, d'avoir joué une finale de conférence en bon état dans ces conditions-là, quoi. Ouais, complètement. Et puis même eux, ça, même eux dans leur tête, ils doivent se dire bon, il faut quand même qu'on se bouge et qu'on y arrive, quoi. Enfin, au moins qu'on se donne les moyens de le faire. C'est ça. Et je trouve quand même que dans la création, dans des choses vraiment de capacité d'effectif, le fait d'avoir ajouté un mec comme Mason Plumlee qui peut faire du posto, qui vient de doubler Ivica Zubac, comme on disait tout à l'heure, le fait d'avoir Westbrook, ils ont réussi à aller chercher il y a un an et demi Norman Powell, donc ils ont quand même mis en place plein de choses qui leur donnent énormément d'options offensives et défensives. Si les étoiles s'alignent, on n'était pas forcément hyper hypé par cette preview, mais n'empêche que les Clippers, il y a quand même énormément d'atouts, quoi. À voir s'ils Fan peuvent. aussi, hein, qui est un joueur Mm. intéressant, un peu dans le même, qui rentre un peu dans ce groupement-là, et puis en plus qui est jeune, qui a
On potentiel verra. en plus. J'envoie l'article d'As dans le chat, je ne l'avais pas fait tout à l'heure et on vous enjoint à le regarder, à le lire si vous êtes sur la vidéo YouTube euh, et qui est un joueur intéressant, assez connecteur, qui est bon au cercle, à l'extérieur à 3 points et qui a quand même plein de qualités et qui est très bien dans cet effectif-là en plus aussi. Bon, par contre, tu dis qu'il est jeune, mais il a 27 ans déjà, hein. C'est jeune. C'est Ça- jeune, maintenant que j'ai dépassé l'âge, c'est jeune. Après, c'est jeune pour leur effectif. Ça, je te l'enlève pas. Ça C'est fait ça, baisser c'est la moyenne d'âge. la comparaison. Ok. Après, ils ont aussi des contrats expirants qui peuvent servir pour trader pour des role-players un peu meilleurs. Par exemple, Marcus Morris, Nicolas Batum, dont on parlait tout à l'heure et qui sont vieux, et que même Morris qui est pas très bon depuis un petit moment déjà. Il y a aussi une chose dont on a assez peu parlé, parce que c'est anecdotique, mais il y a quand même aussi des jeunes joueurs sur leur banc qui peuvent éventuellement jouer un rôle. S'il y en a un seul qui intègre la rotation, ça peut aussi compenser le fait que leurs ailiers sont vieillissants. Ils sont allés drafter par exemple Kobe Brown cette année, donc on parle d'un ailier qui visiblement est plutôt pas mauvais en défense, même s'il est... alors il a un physique très particulier, il est extrêmement lourd. Ce qui fait qu'il peut manquer un peu de vitesse latérale. Mais mine de rien, bah, si ce joueur-là, il arrive à prendre 10-15 minutes et à contribuer des deux côtés du terrain, en fait, ça peut même te faire dire, en fait, Nicolas Batum, s'il joue moins et que il refuse ses shoots, c'est pas grave, on va lui enlever 5-10 minutes et puis il y a des soirs où on le fera rentrer. Enfin, en fait, je suis même pas sûr qu'ils aient forcément besoin de s'adapter. Je pense que ce qu'ils ont fait cette intersaison, c'est qu'ils se sont dit, il y a plein d'incertitudes, mais globalement, ce qu'on sait, c'est que notre groupe, il est fonctionnel, donc on va y aller, quoi. Et je pense que c'est ça, au-delà de parler d'éventuels trades et tout, cette équipe, elle est quand même fonctionnelle à la base. Messieurs, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ces Clippers, ou est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que vous avez envie de parler de quelque chose en particulier? Non, autre chose, bon, ça, ça va pas aller dans le sens des Clippers, mais ça va éclairer un petit peu nos viewers sur YouTube potentiellement, ou même peut-être dans le chat et maintenant sur le live. Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé, etc. Mais en termes de CBA et de payroll, c'est un des plus gros montants dans la ligue, le payroll des Clippers. Donc du coup, ils Mhm. sont très peu aussi, ils sont en grande difficulté vis-à-vis de ça, dans le sens où, avec le nouveau CBA, il y a énormément de contraintes, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils peuvent pas prolonger ce qu'ils veulent. Par exemple, Eric Gordon, ils l'ont laissé filer parce qu'en fait, ils n'auraient pas pu le prolonger, puisque à ce niveau-là de luxury tax, je crois que le gap est énorme entre ce qu'ils payeraient dans le contrat et ce qu'ils devraient en plus en amende à la ligue. Ça ferait beaucoup trop. Après, Et donc, c'est un du milliardaire, coup, on va pas le plaindre. non, non, clairement. Et puis en plus, il est plutôt du genre à payer a priori jusqu'à maintenant Ouais, et puis Balmer. c'est Ballmer, donc c'est quand même le plus riche très largement de tous les proprios. Mais même si tu devais surpayer ou quoi, t'as quand même les problèmes de t'es limité en termes de mouvement, quoi. T'as plus de mid-level exception, t'as plus Mhm. que les bird rights Bah, en et fait, encore tu peux signer que du minimum. Enfin, il y a des trucs. Voilà, tu peux signer que du minimum, et puis si tu es 2 années sur les 5, enfin sur 5 années, ton pic de draft, il va à la 30e place. Ils ont vraiment Alors mis moi, en fait des contraintes un peu plus dans la création d'équipe que financière. voilà. Donc du coup, même si Balmer voulait dépenser ou quoi, il y a aussi des problématiques réglementaires, voilà, qui font qu'ils ne pourront pas faire complètement ce qu'ils veulent non plus. C'est aussi ça. Là, quand Killake parlait de sacrifice financier de la part de Westbrook, c'est aussi ça, puisque en fait, le meneur, là, il est au minimum. Je crois qu'il est à 3-4 millions quelques. Donc voilà, c'était pour dire qu'ils étaient aussi un petit peu contraints vis-à-vis de tout ça, et que donc ça passerait par des trades forcément de gros salaires, etc. Et que du coup, la reconstruction ou quoi est plus compliquée qu'envisagée comme ça. Ouais. Cam qui dit Balmer il fait installer plus de 100 toilettes dans sa salle, mais ils ont oublié d'embaucher un staff médical. L'infirmerie des Clippers, c'est un épisode de H. Ça serait très J'imagine drôle. bien. L'épisode Comme avec Thierry crossover, Henry, ce c'est serait si très tu mets Kawhi à la place. Jérémy, est-ce que toi t'as un truc à rajouter sur ces Clippers? Non, non, je crois qu'on a tout dit et qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose à dire dans la mesure où les différences entre la fin de saison dernière et cette année seront assez minimes au niveau de l'effectif. Donc non, de toute façon, je pense que pour eux, c'est un peu wait and see. Est-ce qu'ils sont là en playoff et s'ils sont en playoff, dans quel état? Et c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Parce que mine de rien, l'année dernière, en playoff contre les Suns,
Avec juste Kawhi qui en plus est blessé dans le game 2, ils prennent l'avantage du terrain et ils étaient plutôt bons des deux côtés du terrain. Donc on sait jamais. Voilà, on sait jamais, mais c'est vrai que bah, ouais, ce staff médical et du coup la situation de Kawhi Leonard et Paul George, elles empêchent un petit peu de faire des vraies projections sur la saison, quoi.